Mes parents ont oublié mon mariage. Mais quand ils ont vu ma Porsche à 150 000 € sur Instagram, ma mère a soudainement appelé, sa voix pleine d'une urgence que je n'avais pas entendue depuis 5 ans. Il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. Une réunion de famille? Après m'avoir traitée comme une étrangère pendant des années? J'ai accepté. Je suis venue. Mais je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec ma vengeance, une surprise froide et calculée qu'il n'oublierait jamais. Voici ce qui s'est passé. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est mondiale. Et si ce genre d'histoire de famille compliquée vous parle, abonnez-vous, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je me tenais seule dans la suite nuptiale du domaine de la Vigne Dorée, au cœur du Beaujolais. Ma robe était parfaite, chaque couture, chaque perle. Le maquilleur avait fait des merveilles. Dehors, le soleil de juin filtrait à travers les feuilles, illuminant les 90 invités assis sur des chaises blanches impeccables. Le quatuor à cordes jouait une mélodie douce, presque mélancolique. Tout était parfait. Sauf 3 chaises. 3 chaises vides au premier rang. Elles me fixaient, comme 3 accusations silencieuses. Les chaises de mon père, de ma mère et de mon frère aîné, Bastien. Mon téléphone était resté silencieux. Pas un message. Pas un appel. Thomas, l'homme qui allait devenir mon mari, est entré doucement. Il a vu mon regard fixé sur ces sièges vides. Il a pris ma main, ses doigts chauds contre ma peau glacée. Ils ne définissent pas cette journée, Aurélie, m'a-t-il murmuré. C'est nous. Seulement nous. J'ai essayé de sourire, mais j'avais l'impression que mon visage allait se briser. J'ai failli lui dire, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. C'est une humiliation publique. Je me suis souvenu de l'appel, une semaine plus tôt. La voix de ma mère, Monique, avait été légère, presque désinvolte. Oh, ma chérie, félicitations pour le mariage, c'est bien ça? Écoute, ce week-end-là, c'est compliqué. Bastien a une très grosse signature pour son agence immobilière. C'est crucial pour sa carrière. Ton père et moi devons être là pour le soutenir. Tu comprends, n'est-ce pas? Je n'avais pas eu la force de lui rappeler qu'il savait la date depuis 1 an. C'est juste, que c'est mon mariage, maman. Et nous sommes fiers de toi, avait-elle répondu, avec ce ton vague qu'elle utilisait quand elle voulait clore une conversation. Mais Bastien, c'est différent. Sa carrière est si importante. De toute façon, un mariage, ce n'est qu'une fête, non? On se verra à Noël. Il n'était même pas venu à Noël. L'organisatrice de mariage a frappé doucement. Aurélie? C'est l'heure. Thomas m'a embrassé sur le front. Montre-leur qui tu es. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur des roses et de la cire d'abeille remplissait l'air. Quand les grandes portes se sont ouvertes, j'ai commencé à marcher. Seule. Je sentais le poids des 90 paires d'yeux sur moi. Je n'entendais plus la musique, seulement le bruissement de ma robe sur le gravier. Je voyais les regards de pitié, les chuchotements confus. Où est sa famille? Ces regards étaient comme des milliers de petites aiguilles s'enfonçant dans ma peau. J'ai relevé le menton. J'ai fixé Thomas, qui m'attendait au bout de l'allée, ses yeux brillants d'un mélange d'amour et de fureur protectrice. En prononçant mes vœux, ma voix était étonnamment stable. Mais à l'intérieur, je prenais une autre résolution. Je me suis juré que c'était la dernière fois. La toute dernière fois qu'il me faisait sentir invisible, insignifiante, comme un second choix. Je m'étais juré que je leur ferais payer cette humiliation. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore comment. Je pensais que c'était la fin de ma souffrance. Mais j'avais tort. Tout ne faisait que commencer. Pour que vous compreniez pourquoi 3 chaises vides pouvaient me briser le cœur, il faut remonter le temps. Il faut retourner dans notre appartement de Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, il y avait 2 soleils dans notre famille, mon père, Jean-Pierre, et mon frère aîné, Bastien. Ma mère, Monique, et moi,
nous n'étions que des planètes tournant autour d'eux, reflétant leur lumière. Bastien avait 4 ans de plus que moi. Il était bruyant, charismatique, sportif. J'étais silencieuse, studieuse, passionnée par les ordinateurs. Nos parents ne voyaient en moi qu'une version décevante de ce qu'une fille devrait être. Je me souviens d'un soir, j'avais 15 ans. J'étais rentrée à la maison en courant, serrant contre moi un trophée. J'avais gagné le premier prix d'un concours régional de programmation. J'étais la seule fille parmi les 10 finalistes. Je suis arrivée dans le salon où toute la famille était réunie. Bastien, lui, venait de recevoir un nouveau VTT de mon père, parce qu'il avait, peut-être, été sélectionné pour l'équipe de football de l'école. Papa, maman, regardez. J'ai gagné. Mon père a à peine levé les yeux de son journal. C'est bien, Aurélie. Mais tu sais, une fille n'a pas besoin de s'occuper de ses machines. Tu ferais mieux d'aller aider ta mère à la cuisine. Ma mère a souri distraitement. C'est joli, ton prix. Mets-le dans ta chambre. Pendant ce temps, Bastien paradait dans le salon avec son VTT. Toute l'attention était sur lui. Plus tard dans la soirée, alors que je montrais fièrement le code que j'avais écrit à ma mère, Bastien est passé en courant et a, accidentellement, renversé un grand verre de soda sur mon ordinateur portable. Mon projet, des semaines de travail, a été ruiné. J'ai hurlé. Bastien a ri. Mes parents? Oh, ce n'est pas grave, a dit ma mère. Bastien plaisantait, c'est tout. C'est un garçon, c'est normal. Mon père a ajouté, et puis, ça t'apprendra à laisser traîner tes jouets. Mes larmes de rage et d'impuissance n'y ont rien changé. J'ai passé la nuit à essayer de sauver mon disque dur, seul dans ma chambre, pendant qu'on entendait mon père et Bastien rire devant un match de foot à la télévision. Ce n'était pas un incident isolé. C'était ma vie. C'était l'invitation à ma remise de diplôme du lycée qu'ils ont oublié, parce que Bastien avait un match important le même jour. C'était le prêt étudiant que j'ai dû contracter parce qu'ils avaient investi tout leur argent dans la première, et désastreuse, entreprise de Bastien. J'ai compris très tôt que je ne pouvais pas gagner dans ce jeu. Les règles étaient truquées. L'amour n'était pas inconditionnel, il était réservé à Bastien. C'est le moment de vous demander. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à vous battre pour leur attention, ou auriez-vous abandonné? Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment. Alors, j'ai pris ma décision. J'ai arrêté d'essayer de gagner leur approbation. J'ai travaillé 2 fois plus dur, non pas pour eux, mais pour moi. Pour m'échapper. J'ai obtenu une bourse pour une grande école d'ingénieurs à Paris. Le jour de mon départ, mon père m'a donné une tape dans le dos. Ma mère m'a dit de ne pas oublier d'appeler Bastien pour son anniversaire. Personne n'a versé une larme. Je suis partie pour Paris, et pendant 5 ans, je n'ai pas regardé en arrière. Du moins, c'est ce que je croyais. 5 ans. 5 années de silence quasi total, ponctuées de quelques appels de Noël gênants et d'anniversaires oubliés. 5 années où j'ai construit ma vie, loin de Lyon, loin de leur indifférence toxique. Je n'étais plus la petite fille silencieuse. J'étais Aurélie Mercier, fondatrice d'une start-up EdTech basée à Paris. J'avais créé une application innovante qui aidait les enfants dyslexiques à apprendre à lire. Une idée née de mes propres difficultés d'apprentissage, celle que mes parents avaient toujours balayée d'un revers de main comme de la paresse. Et ce jour-là, 5 ans après mon mariage, je regardais un email qui allait tout changer. Accord finalisé. 20 millions d'euros. 20 millions. Mon entreprise, mon bébé, venait d'être racheté par un géant de la technologie américain. Mon équipe a déboulonné le champagne. Thomas m'a soulevé de terre dans ses bras. Nous avons ri, nous avons pleuré. C'était la validation de toutes ces nuits blanches, de tous ces sacrifices. Mais plus tard dans la soirée, alors que j'étais seule dans notre appartement parisien, regardant la tour Eiffel scintiller au loin, je n'ai pas ressenti la joie pure à laquelle je m'attendais. Il y avait un vide. L'ironie était amère. J'avais réussi au-delà de mes rêves les plus fous. J'avais plus d'argent que mes parents n'en verraient jamais. Et pourtant, la première pensée qui m'a traversé l'esprit a été,
est-ce que maintenant, ils seraient fiers de moi? J'ai secoué la tête, dégoûté de ma propre faiblesse. Pourquoi est-ce que je cherchais encore leur approbation? Par curiosité malsaine, j'ai ouvert Instagram, un compte que j'utilisais rarement. J'ai regardé le profil de Bastien. La dernière photo avait été postée la veille. C'était une photo de famille parfaite. E4 Bastien, sa femme Céline, et mes deux neveux posant sur un yacht à Dubaï. Tout le monde souriait, bronzé, l'air riche et heureux. La légende disait, la famille avant tout. On profite de la vie. La nausée m'a prise. Je savais, par des échos lointains, que l'agence immobilière de Bastien battait de l'aile. Je savais que ce style de vie était une illusion, entièrement financé par le fonds de retraite de mes parents. Mon rachat à 20 millions d'euros ne valait pas un SMS de félicitations. Mais l'illusion de succès de Bastien valait des vacances de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Ce mot, famille, dans sa bouche, sonnait comme une insulte. J'ai fermé l'ordinateur. Le vide en moi s'est transformé en une colère froide et dure comme le diamant. J'avais passé ma vie à être invisible. C'est à cet instant précis qu'une idée folle a germé. Une idée qui n'avait rien à voir avec le fait de gagner leur amour. Une idée qui avait tout à voir avec le fait de leur montrer ce qu'ils avaient perdu. Une idée qui allait tout changer. Le lendemain, je n'ai pas appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle de mon rachat. Je n'ai pas renvoyé de message à Bastien. Je suis allé chez Porsche. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était un acte symbolique. Je me suis souvenu d'un dessin que j'avais fait quand j'avais peut-être 10 ans. C'était une voiture de sport, bleue, que j'avais passé des heures à dessiner. J'avais fièrement écrit « La voiture d'Aurélie » dessus. Bastien l'avait trouvée. Il l'avait pris, avait ri de mon rêve de garçon manqué, et l'avait déchiré en 1000 morceaux devant moi. Mes parents n'avaient rien dit. Aujourd'hui, je n'achetais pas une voiture. J'achetais un rêve qu'on m'avait volé. Je suis entré dans le showroom. L'odeur du cuir neuf et du métal poli flottait dans l'air. Un vendeur s'est approché, mais je savais déjà ce que je voulais. Celle-ci, ai-je dit en désignant une 911. Bleu gentiane métallisé. Presque exactement la couleur de mon dessin d'enfant. C'est un modèle à 150 000 euros, madame, a-t-il dit avec une pointe de condescendance. J'ai sorti mon chéquier. Je la prends. Maintenant. 1 heure plus tard, je sortais du garage au volant de mon monstre de puissance. Je me sentais incroyablement vivante. Ce n'était pas l'argent. C'était la liberté. C'était le son du moteur qui rugissait, une réponse à toutes les fois où on m'avait dit de me taire. Je suis rentré chez moi, j'ai garé la voiture dans notre allée. J'ai pris une seule photo. Le soleil se reflétait sur les courbes parfaites de la carrosserie. Je l'ai postée sur Instagram. Un compte que je n'avais pas touché depuis mon mariage. Je n'ai pas tagué ma famille. Je n'ai rien dit sur l'argent. J'ai juste écrit une légende, reconstruire ce qui a été brisé. Puis, j'ai attendu. Je savais qu'ils me surveillaient. Les membres de la famille comme la mienne le font toujours. Ils n'interagissent pas, mais ils regardent, attendant une faiblesse, ou dans ce cas, un signe de force. Un jour. Rien. 2 jours. Silence radio. 3 jours. J'ai commencé à penser qu'ils avaient peut-être changé, qu'ils s'en fichaient vraiment. Et puis, le mercredi après-midi, alors que je préparais un café, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un nom s'est affiché. Un nom que je n'avais pas vu depuis l'appel désinvolte avant mon mariage. Maman. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli lâcher ma tasse. Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi voulait jeter le téléphone par la fenêtre. Thomas est entré dans la cuisine, attiré par mon immobilité soudaine. Il a vu le nom sur l'écran. Il a posé sa main sur mon épaule. Sois forte, m'a-t-il dit doucement. Tu savais que ce jour viendrait. J'ai respiré un grand coup. J'ai décroché. Allô? Ma voix était neutre, froide. J'étais impressionnée par mon propre calme. Il y eut un silence, puis la voix de ma mère, Monique. Mais ce n'était pas la voix légère et désinvolte que je connaissais. C'était une voix mielleuse, presque faussement douce.
Aurélie. Ma chérie. Comme tu vas? Cela fait si longtemps. J'ai regardé par la fenêtre. La Porsche bleue brillait sous le soleil. 5 ans, maman. 5 ans, 2 mois et 14 jours, pour être exact. Depuis que tu m'as dit que le match de Bastien était plus important que mon mariage. Elle a eu un petit rire gêné, comme si je venais de faire une blague de mauvais goût. Oh, toi et ta mémoire. Toujours si sérieuse. Écoute, tu as l'air de bien t'en sortir. On a vu, ta nouvelle voiture. Très jolie. La voilà. Là-bas. Que veux-tu, maman? Le ton mielleux a disparu, remplacé par une urgence autoritaire. La vraie voix de ma mère. Écoute, Aurélie. La famille a quelques soucis. Des problèmes financiers. C'est compliqué. Ton père et moi, on pense qu'il est temps de se voir. Nous devons avoir une réunion de famille. Demain, à la maison. À Lyon. Une réunion de famille. Le mot résonnait amèrement dans mon esprit. Pendant 5 ans, je n'avais pas fait partie de la famille. Quand mon entreprise luttait pour survivre, je n'étais pas de la famille. Quand j'ai pleuré seule le jour de mon mariage, je n'étais pas de la famille. Mais maintenant que j'avais une Porsche à 150 000 € dans mon allée, un signe visible de ma réussite à 20 millions soudain, la famille avait besoin de moi. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peur. Une vieille peur irrationnelle de petite fille. L'envie de dire non, de raccrocher, de me cacher. Une partie de moi voulait juste leur approbation, même maintenant. C'était pathétique. Et puis, j'ai senti la colère monter. Une colère froide, purificatrice. Il n'avait pas changé. Il ne changerait jamais. Il ne voyait pas moi. Il voyait un carnet de chèques. Une réunion de famille, ai-je répété lentement. D'accord. Il y eut un soupir de soulagement à l'autre bout du fil. Elle pensait m'avoir eu. Demain, ai-je continué, 14 heures. Je serai là. Parfait, ma chérie. Montez. Je lui ai raccroché au nez. Je tremblais. Thomas m'a prise dans ses bras. Tu n'es pas obligé d'y aller, tu sais. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je dit en m'éloignant doucement. Mais j'irai. Je dois y aller. Pourquoi? Pour te faire souffrir encore plus? Avant que je ne vous raconte cette fameuse réunion, j'ai une question pour vous. Si vous êtes aussi tendu que moi je l'étais à ce moment-là, et si vous voulez savoir ce que j'ai préparé pour eux, appuyez sur le bouton « J'aime » pour me donner la force de continuer. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. J'ai regardé Thomas, un sourire mince se dessinant sur mes lèvres. Non. Pas pour souffrir. Mes yeux se sont posés sur le téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur. J'avais moins de 24 heures. J'y vais pour leur dire la vérité. Mais cette fois, ce sera à mes conditions. Et je n'irai pas les mains vides. Le trajet de Paris à Lyon m'a pris un peu plus de 2 heures. La Porsche dévorait l'autoroute A6. Chaque kilomètre qui me rapprochait de la maison de mon enfance resserrait un nœud dans mon estomac. Je me suis garé dans l'allée. Ma voiture, symbole de ma nouvelle vie, avait l'air déplacée devant cette maison bourgeoise qui suintait les secrets de famille et les déceptions. J'ai pris une grande inspiration. J'ai attrapé mon sac, qui contenait plus que mon portefeuille. J'ai sonné. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Ma mère. Elle avait vieilli. Des rides d'inquiétude marquaient son front. Elle m'a regardé, puis a regardé la voiture. Ses yeux brillaient d'un mélange d'envie et d'évaluation. Aurélie. Entre. Pas de câlin. Pas de « tu m'as manqué ». Je suis entrée dans le salon. L'odeur était la même, un mélange de cire d'abeille et de regret. Ils étaient tous là. Mon père, Jean-Pierre, assis dans son fauteuil comme un roi déchu. Et sur le canapé, Bastien et sa femme, Céline. Bastien avait l'air hagard. Fini le bronzage de Dubaï. Il avait des cernes sous les yeux. Personne n'a dit bonjour. Tu as l'air, en forme, a lancé Bastien, sa voix pleine d'un venin mal dissimulé. Asseyez-vous, Aurélie, a dit mon père d'un ton sec.
Je suis resté debout. Je préfère. Je ne reste pas longtemps. Mon père a soupiré, comme si je le dérangeais. Il a jeté un dossier sur la table basse. Ton frère a des problèmes. De gros problèmes. L'agence ne marche plus, a pleuré Céline, sortant un mouchoir. Les taux d'intérêt, le marché, ce n'est pas de sa faute. Il va perdre la maison, a dit mon père. La banque saisit le mois prochain. Et les enfants, l'école privée menace de les renvoyer s'ils ne paient pas les frais de scolarité. Je suis restée silencieuse. J'ai regardé Bastien. L'homme qui avait tout eu. L'homme pour qui on avait sacrifié mon éducation, mon bonheur, mon mariage. On a vu ta voiture, a dit Bastien, sa voix se brisant. On sait que tu as vendu ta boîte. 20 millions. C'est ce que dit Internet. Et alors, ai-je demandé. Et alors, a-t-il explosé. Et alors, tu es ma sœur. Tu as des obligations. Tu nages dans l'argent pendant que ta famille est en train de couler. Céline a renchéri. Nous sommes ta seule famille. Tu nous dois bien ça. Pense à tes neveux. À cet instant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant une fraction de seconde, j'ai faibli. J'ai vu la détresse dans les yeux de mon père. J'ai vu la panique de Bastien. Une partie de moi, la petite fille qui voulait juste être aimée, a murmuré, donne-leur l'argent. Achète la paix. Peut-être que si tu les sauves, enfin, ils t'aimeront. C'était une pensée faible, honteuse. Bastien a dû voir mon hésitation. Il s'est levé, son arrogance revenant. Allez, Aurélie. Fais pas ta gamine. Signe un chèque. Disons, 200 000 euros. Pour commencer. 200 000 euros. Pour commencer. Et juste là, alors que j'allais peut-être céder, une image m'est revenue, aussi claire que le jour. 3 chaises vides. Mon mariage. Ma solitude. L'humiliation. Le son de la voix de ma mère disant, un mariage, ce n'est qu'une fête. La faiblesse a disparu. Remplacée par une clarté froide, dure comme l'acier. J'ai levé les yeux. J'ai regardé Bastien droit dans les yeux. Non. Le silence dans la pièce était total. Assourdissant. Quoi, a balbutié mon père. J'ai dit non. Je ne vous donnerai pas un centime. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Bastien. Oh, si, ai-je dit en ouvrant mon sac. Je le peux. Mais je n'ai pas fini. Vous vouliez une réunion de famille pour parler d'argent? Très bien. Parlons argent. Mais nous allons parler de mon argent. J'ai sorti un dossier de mon sac. Il était bien plus épais que le leur. Je l'ai posé sur la table basse avec un bruit sourd. Vous avez raison sur un point, ai-je dit calmement. J'ai vendu mon entreprise. Et j'ai l'intention d'utiliser cet argent. Mais pas pour éponger les dettes d'un homme qui a eu toutes les chances du monde et qui les a toutes gâchées. Comment oses-tu, a commencé mon père. Je l'ai ignoré. J'ai décidé de créer une fondation. La fondation Renault. Renault, a demandé ma mère, confuse. Qui c'est? Vous ne vous souvenez pas, bien sûr, ai-je dit avec un sourire sans joie. Madame Renault. Ma professeure de technologie au lycée. La seule personne qui a cru en moi. La seule qui a pris la peine de venir à ma soutenance de projet à l'université, parce que vous étiez trop occupé à célébrer la promotion de Bastien. Je me suis tournée vers ma mère. Vous vous souvenez quand je vous ai demandé 100 € pour acheter mon premier livre de programmation avancée? Vous m'avez dit que c'était du gaspillage. Madame Renault me les a donnés. Elle les a sortis de son propre portefeuille. Elle m'a dit, laisse personne te dire ce que tu ne peux pas faire. Leur visage était figé. La fondation Renault, ai-je continué, sera dotée d'un capital de 15 millions d'euros. J'ai entendu Céline suffoquer. Bastien est devenu blanc comme un linge. 15 millions, a répété mon père, sa voix tremblante. Oui. 15 millions d'euros. L'argent est déjà placé dans une fiducie. Intouchable. Cette fondation offrira des bourses complètes à des jeunes filles issues de milieux modestes qui veulent poursuivre des études dans les sciences et la technologie.
Des filles que leur propre famille ignore, ou pire, décourage. Des filles comme moi. J'ai sorti le communiqué de presse. Il sera envoyé aux journaux demain matin. Bastien m'a regardé, la haine pure dans les yeux. Tu es un monstre. Tu donnes notre argent, à des étrangères? Ce n'est pas votre argent, ai-je répliqué, ma voix tranchante comme une lame. C'est mon argent. Gagné pendant que vous étiez trop occupé à m'ignorer. Mon père s'est levé, sa main tremblait de rage. Sors de chez moi. Tu n'es plus ma fille. Comme vous voulez. J'ai remis mes documents dans mon sac. Mais avant de partir, une dernière chose. Je me suis arrêtée sur le seuil. Vous m'avez convoqué ici pour me faire du chantage émotionnel, pour me manipuler et me soutirer de l'argent. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai appuyé sur Stop. L'enregistrement audio affichait 24 minutes et 12 secondes. J'ai aussi enregistré l'intégralité de notre conversation. Chaque demande, chaque insulte, chaque tentative de manipulation. Juste au cas où. Au cas où l'un de vous aurait l'idée créative de contester la fondation, ou de parler à la presse. Le visage de mon père s'est décomposé. Bastien avait l'air d'avoir vu un fantôme. Passez une bonne journée, ai-je lancé. Alors que je refermais la porte d'entrée, j'ai entendu un bruit de verre brisé et le cri de rage de Bastien. Tu es folle. Tu vas le payer. En démarrant la Porsche, j'ai senti une larme rouler sur ma joue. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de soulagement. J'ai cru que c'était la fin. Que j'étais enfin libre. Mais j'avais sous-estimé leur désespoir. La guerre, une guerre bien plus sale, ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je suis rentré à Paris ce soir-là, épuisé mais étrangement en paix. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'avais posé mes limites. J'avais créé quelque chose de positif à partir de toute cette douleur. Thomas m'a accueilli avec un verre de vin et un câlin. Je suis si fière de toi, m'a-t-il dit. Cette paix a duré exactement 48 heures. Le lundi matin, j'ai reçu un appel paniqué de mon directeur marketing. Aurélie, il y a un problème. Un gros problème. En une nuit, notre application, qui avait toujours eu des évaluations de 4,9 étoiles, avait été bombardée d'avis à 1 étoile. Des dizaines d'avis. Je ne comprends pas, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur. J'ai commencé à lire. Les commentaires étaient tous étrangement similaires. Cette application a donné des cauchemars à mon fils. Mon enfant a vu du contenu inapproprié. Dangereux. N'installez pas. Ce sont des mensonges, ai-je dit, le cœur battant. Notre application est entièrement sécurisée. Je sais, a dit mon directeur. Mais ça se propage. Des blogs de maman commencent à relayer l'information. On dirait une campagne coordonnée. Il n'a pas fallu longtemps à notre équipe technique pour remonter la piste. Les avis provenaient d'un réseau de faux comptes, tous créés récemment. Et plusieurs de ces comptes partageaient une adresse IP liée à l'agence immobilière de Bastien. Céline, ai-je murmuré, écœurée. La femme de Bastien. Elle essayait de détruire mon entreprise. L'entreprise que je n'avais même plus, mais dont la réputation était liée à mon nom. J'ai ressenti une peur froide m'envahir. Ce n'était plus un drame familial. C'était une attaque contre ma réputation professionnelle, contre l'œuvre de ma vie. Et ce n'était pas tout. L'après-midi même, Thomas m'a appelé. Sa voix était tendue. Aurélie. Bastien est venu à mon bureau. Thomas était architecte dans un cabinet réputé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une scène, a dit Thomas, furieux. Il a hurlé dans le hall d'entrée. Il a dit que sa pauvre sœur était manipulée par son mari diabolique. Que tu avais été endoctriné pour abandonner ta famille. Mes associés ont dû appeler la sécurité pour le faire sortir. J'ai dû m'asseoir. Il n'attaquait plus seulement moi.
Ils attaquaient mon mari. Ils essayaient de salir sa réputation, de mettre son emploi en danger. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La petite fille en moi avait disparu, remplacée par une femme terrifiée. Et si ça marchait? Et si les gens les croyaient? 20 millions d'euros ne pouvaient rien contre une réputation détruite. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré de peur. Thomas m'a tenu dans ses bras. Ils font ça parce qu'ils sont désespérés, Aurélie. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont comme des animaux pris au piège, ils mordent tout ce qui bouge. Il a relevé mon visage. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes intelligents. Et nous allons nous battre. Pas salement. Proprement. J'ai séché mes larmes. Il avait raison. Ils ont déclenché une guerre, ai-je dit, ma voix retrouvant sa fermeté. Très bien. Je vais la terminer. Mais je ne savais pas encore à quel point ils étaient prêts à descendre bas. Le lendemain matin, nous avons cessé d'être des victimes. Nous sommes devenus des stratèges. Première étape, j'ai engagé l'une des meilleures agences de relations publiques de Paris. Deuxième étape, notre avocat a envoyé une mise en demeure à Céline et Bastien, leur ordonnant de cesser immédiatement toute diffamation, avec les preuves de l'adresse IP à l'appui. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Ils jouaient dans l'ombre. J'allais devoir allumer la lumière. L'agence de PR m'a mis en contact avec une journaliste d'investigation réputée du Monde. Une femme connue pour son intégrité et sa ténacité. J'ai hésité. Rendre ce linge sale public? C'était terrifiant. Il vous attaque publiquement avec des mensonges, m'a dit la consultante en PR, vous devez répondre publiquement avec la vérité. J'ai rencontré la journaliste, Isabelle. Je lui ai tout raconté. L'enfance, l'indifférence, le mariage, les 3 chaises vides. Elle m'écoutait, polie, mais sceptique. C'était ma parole contre la leur. L'histoire classique de la riche héritière ingrate. C'est une histoire triste, Madame Mercier, a-t-elle dit. Mais difficile à prouver. Je sais, ai-je répondu. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai appuyé sur « Play ». L'enregistrement de la réunion de famille a commencé. La voix de Bastien, tu nages dans l'argent, tu as des obligations. La voix de mon père, tu n'es plus ma fille. Ma voix, parlant de la fondation. Puis le cri de rage de Bastien à la fin. La journaliste est restée immobile, ses yeux fixés sur le téléphone. Quand l'enregistrement s'est terminé, elle l'a regardé, puis m'a regardé. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. L'article est sorti 2 jours plus tard. En première page de la section Société. Le titre était explosif, la vérité derrière la millionnaire d'Electech, comment l'argent révèle les fractures familiales. L'article était une œuvre d'art. Il juxtaposait mon succès, la création de la Fondation Renault, et les témoignages élogieux d'anciens employés, avec les preuves de la campagne de diffamation de Céline et les extraits audio glaçants de la réunion. Ce fut un raz-de-marée. L'effet domino. Les blogs de « maman » qui avaient relayé les fausses informations se sont rétractés publiquement, présentant leurs excuses. L'histoire a été reprise partout. Les associés de Thomas lui ont présenté leurs excuses pour l'incident et lui ont offert leur soutien total. Les dons ont afflué à la Fondation Renault. La tentative de Bastien et Céline de me détruire s'était retournée contre eux de la manière la plus spectaculaire qui soit. Leur réputation à Lyon, déjà fragile, était en ruine. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû sabrer le champagne. Mais je ne ressentais qu'un profond dégoût. J'avais gagné, oui. Mais à quel prix? J'avais dû exposer ma douleur au monde entier pour qu'on me laisse enfin en paix. Je pensais que c'était fini. Qu'ils n'oseraient plus rien faire. Mais j'avais oublié. Quand on a plus de réputation à perdre, plus d'argent, plus de fierté, il reste une dernière arme. L'arme la plus cruelle de toutes. Et ils allaient l'utiliser. Une semaine s'est écoulée. Une semaine de silence total. Ni appel, ni message, ni nouveaux faux avis. J'ai commencé à respirer. J'ai commencé à croire que j'avais enfin gagné. J'étais dans mon nouveau bureau,
celui de la Fondation Renault, en réunion avec la première promotion de boursière. C'était une journée lumineuse. Je me sentais enfin utile. Ma secrétaire est entrée, l'air incroyablement mal à l'aise. Aurélie, il y a une visite pour vous dans le hall. Je suis en réunion, prenez un message, ai-je dit en souriant aux étudiantes. Je ne pense pas, Aurélie, a-t-elle insisté, sa voix basse. Ce sont vos neveux. Mon sang s'est glacé. Mes neveux? Seuls? Non. Leur mère les a déposés et est partie. Ils sont avec une assistante. J'ai quitté la réunion. Je me suis dirigée vers le hall d'entrée, un magnifique atrium en verre. Et je les ai vus. Léo, 8 ans. Et Chloé, 6 ans. Mes neveux. Je les avais à peine vus depuis leur naissance. Ils étaient là, au milieu de cet immense espace intimidant, l'air terrifiés. Ils tenaient chacun une carte de vœux fabriquée à la main. Mon cœur. Je n'avais pas prévu ça. Mon cœur s'est littéralement brisé en deux. Quoi qu'aient fait leurs parents, ils n'étaient que des enfants. Des enfants innocents. J'ai failli courir vers eux. J'ai failli les prendre dans mes bras et leur dire que tout irait bien. Mais je me suis arrêtée. Mon regard s'est porté sur les cartes qu'ils tenaient. L'écriture était grosse, enfantine. Mais ce n'était pas la leur. C'était l'écriture de Céline, déguisée. Dites à Tati Aurélie qu'on l'aime et qu'on a besoin d'elle. C'était une manipulation. La plus basse, la plus méprisable de toutes. Ils utilisaient leurs propres enfants comme des petits soldats, comme des boucliers humains émotionnels. Ils savaient que c'était mon point faible. J'ai regardé Léo. Il m'a regardé, ses grands yeux remplis de confusion. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. J'ai dû faire un choix. Si j'ouvrais cette porte, si je les prenais dans mes bras, je cédais. Je leur montrais que cette tactique fonctionnait. Je leur montrais que, oui, je pouvais être manipulée si on utilisait des enfants. Ils ne s'arrêteraient jamais. J'ai dû mordre ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas pleurer. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Je me suis retournée vers ma secrétaire. Ma voix était un murmure étranglé. Appelez la sécurité. Qu'il raccompagne les enfants à l'assistante. Dites-lui que si Madame Mercier dépose ses enfants ici à nouveau, nous appellerons les services sociaux pour abandon de mineurs. Puis, je me suis renfermée dans mon bureau. Et j'ai vomi. J'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai pleuré de rage, de dégoût, de chagrin. J'ai pleuré pour les enfants, qui méritaient mieux que ses parents. J'ai pleuré pour la petite fille en moi, qui venait de comprendre qu'il n'y avait absolument plus rien à sauver. Ce jour-là, l'amour que j'avais pu ressentir, même au fond de moi, pour ma famille, s'est transformé en cendres. Quand Thomas est arrivé ce soir-là, il m'a trouvée assise dans le noir. Je lui ai raconté. Il m'a juste tenue dans ses bras pendant que je tremblais. C'est fini, Aurélie, m'a-t-il dit. C'est vraiment fini maintenant. Oui, ai-je répondu, ma voix vide. La famille que j'avais connue, la famille pour laquelle j'avais tant espéré, était morte et enterrée. Il était temps pour moi d'en construire une nouvelle. Les mois qui ont suivi ont été calmes. Étrangement calmes. J'avais l'impression de réapprendre à respirer. Mon avocat a envoyé une dernière lettre à mes parents et à mon frère, incluant le rapport de sécurité de l'incident avec les enfants. Il leur était formellement interdit de me contacter, moi ou mon mari, de quelque manière que ce soit. S'ils violaient cette ordonnance, les poursuites seraient immédiates. Apparemment, la menace des services sociaux avait fonctionné. Ils ont disparu. La vie a continué. La Fondation Renault a pris son envol. J'ai passé mes journées non pas à me battre, mais à construire. J'ai rencontré des jeunes femmes incroyables, pleines de talent et de rêves, qui avaient juste besoin de quelqu'un pour croire en elles. J'ai reconnu en chacune d'elles la petite fille que j'étais. Noël approchait. L'année précédente, j'avais passé le réveillon seul avec Thomas, à pleurer devant la cheminée. Cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment. On organise le réveillon, ai-je annoncé à Thomas. Chez nous? Mais, qui va venir? Ma famille, ai-je dit avec un sourire. Le 24 décembre,
notre appartement parisien était rempli. L'odeur du sapin et de la dinde rôtie flottait dans l'air. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait pas de non-dit, pas de favoritisme, pas de jalousie. Autour de la table, il y avait Thomas, mon rock, mon partenaire. Il y avait ma meilleure amie, Émilie, celle qui m'avait tenu la main pendant mon mariage. Il y avait Madame Renaud, les larmes aux yeux, regardant autour d'elle ce que son geste de 100 € avait inspiré. Et il y avait les 5 premières boursières de la fondation. 5 jeunes femmes brillantes, bavardes, pleines de vie, qui n'avaient nulle part où aller pour les fêtes. Nous avons mangé. Nous avons ri. Une des filles, Sarah, qui venait d'une petite ville de province où sa famille lui avait dit que les maths, c'était pour les garçons, a raconté comment la bourse avait changé sa vie. Je n'ai jamais eu un Noël comme celui-ci, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Je n'ai jamais eu l'impression d'être à ma place. J'ai levé mon verre. La lumière des bougies dansait dans les yeux de tout le monde. Je voudrais porter un toast, ai-je dit, ma propre voix remplie d'émotion. À la famille. Pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous choisissons. À ceux qui nous voient. À ceux qui nous soutiennent. À ceux qui célèbrent avec nous, non pas pour ce que nous avons, mais pour qui nous sommes. À vous. Ma vraie famille. Les verres se sont entrechoqués. En regardant ces visages des gens de générations, d'origines et d'histoires différentes, tous réunis par un lien de respect mutuel et d'affection, j'ai enfin compris. Le bonheur, ce n'est pas de naître dans la bonne famille. C'est d'avoir le courage de la créer soi-même. J'ai regardé Thomas par-dessus la table. Il m'a souri. Je me sentais enfin guéri. Mais la paix totale était-elle possible? Il me restait un dernier test à passer, sans même le savoir. 1 an a passé. La fondation a prospéré. J'avais trouvé mon rythme. Mon travail n'était plus un bouclier ou une arme, c'était une passion. Je passais mes journées à encadrer, à enseigner, à investir dans la prochaine génération. Les nouvelles de Lyon m'arrivaient parfois, comme des échos d'une autre vie. J'ai appris que Bastien et Céline avaient finalement perdu leur maison. Ils avaient dû déménager dans un petit appartement en banlieue. Les enfants avaient été changés d'école. Mon père m'a envoyé un email, une fois. Il n'a pas parlé de ce qui s'était passé. Il a juste parlé de sa retraite difficile et m'a demandé si je ne pouvais pas envisager de leur verser une petite pension. Je n'ai jamais répondu. Je ne ressentais plus de haine. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais, en fait, plus grand-chose pour eux. C'était comme lire un article de journal sur des inconnus. La douleur était toujours là, quelque part, mais c'était une vieille cicatrice, blanche et froide, plus une plaie ouverte. Un après-midi d'hiver, je conduisais ma Porsche dans Paris, après une réunion. Je me suis arrêtée à un feu rouge dans le Marais. Et je les ai vus. Sur le trottoir d'en face, attendant de traverser. Mon père et ma mère. Ils avaient l'air, petits. Fragiles. Le manteau de mon père était usé. Ma mère portait un foulard qui avait dû appartenir à sa mère. Ils semblaient fatigués, vaincus par la vie. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Il y a eu une seconde de reconnaissance. J'ai vu le choc dans les yeux de mon père. J'ai vu ma mère lever la main, un geste incertain, à moitié suppliant. Il y a 2 ans, cette vision m'aurait détruite. J'aurais peut-être même ouvert la portière. Mais là, je suis restée immobile. Mon cœur n'a pas accéléré. Je n'ai pas ressenti de pitié, ni de triomphe. Je n'ai rien ressenti. Juste, l'acceptation. L'acceptation que c'était juste 2 personnes âgées qui avaient fait de mauvais choix. 2 personnes qui avaient échoué, pas seulement financièrement, mais humainement. Le feu est passé au vert. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai pas fait de geste. J'ai juste continué ma route. Je ne les ai même pas regardés dans mon rétroviseur. En rentrant chez moi, j'ai garé la Porsche. Cette voiture, que j'avais achetée comme un acte de défi, un symbole de vengeance. Je l'ai regardée. Aujourd'hui, ce n'était plus ça. Ce n'était qu'une voiture. Un bel objet, oui, mais elle ne me définissait pas. Ce qui me définissait,
C'était la lumière dans les yeux des étudiantes de la fondation. C'était la chaleur de la main de Thomas dans la mienne. C'était la paix que je ressentais en rentrant chez moi, dans un lieu sûr. Ma famille m'a appris ce que l'amour n'était pas. Mon travail, mes amis, et mon mari m'ont appris ce qu'il était. Mon histoire a commencé par 3 chaises vides, par un sentiment d'invisibilité. Elle se termine par une vie pleine, entourée d'une famille que j'ai choisie. J'ai appris que votre valeur n'est jamais, jamais déterminée par ceux qui refusent de la voir. Qu'avez-vous pensé de ma décision finale, ou feu rouge? Auriez-vous fait la même chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vous-même dû vous battre pour trouver votre place, merci de laisser un j'aime et de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la résilience, la force et la capacité de transformer la douleur en quelque chose de beau. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, vous méritez d'être vu.